téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans le NSTIC Show, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité. Alors, je vous espère bien installés pour une demi-heure très inoubliable à nos côtés. Au programme, nous allons parler politique. Il sera question du projet de création d'une nouvelle monnaie par les pays de l'AES. Ensuite, nous allons parler d'amour, nous allons parler de Saint-Valentin et des conséquences néfastes de cette fête sur la couche juvénile. Et enfin, pour finir, en page culture, il sera question du caractère pluriculturel de notre terre, le Bénin, et de la disparition des noms endogènes sur notre territoire. Téléspectateurs, à nouveau, bienvenue. Nous commençons en politique. Parlons fonds monétaire, parlons d'économie régionale. La toile montre une certaine effervescence depuis quelque temps sur un sujet de projet de création d'une monnaie par les pays membres de l'AES. Il s'agit évidemment du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Alors ces pays, ex-membres de la CEDEAO, encore utilisant le franc CFA, ont manifesté leur désir de créer une monnaie soustraite à l'autorité française. J'ai sur ce plateau avec moi Jean-Bénédit Abalou, qui va nous parler d'une façon plus approfondie de ce sujet. Jean-Bénédit, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je suis très bien. Et vous? Ça va, ça va. D'accord. Nous vous écoutons. Merci pour l'invitation, Emmanuela. Et dans un monde en perpétuelle évolution économique, sociale et politique, l'idée de création d'une monnaie unique par un groupe d'États suscite très souvent de vifs intérêts. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'idée de création d'une monnaie unique par l'AES. L'AES qui est l'Alliance des États du Sahel qui comprend le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Comme tout projet, ce projet a ses avantages et ses inconvénients. Pour y parvenir, je vais explorer les challenges et les défis que devront relever ces trois pays avant d'y parvenir. Pour mieux développer le sujet, je vais m'asseoir sur trois points, sur trois volets. Le premier volet, c'est la dépendance envers la France. Jusqu'à présent, les trois pays sont toujours des pays utilisateurs de francs CFA. Vous l'avez dit, et d'autres pays aussi de la sous-région. Donc, cette dépendance envers la France rendra difficile la transition vers une nouvelle monnaie, car cela impliquerait qu'il faut revoir les normes de coopération, ce qui peut être très difficile vu le climat actuel de la politique africaine. Le second volet, c'est les infrastructures financières. Pour mettre en place une monnaie commune à une région, il faut des infrastructures financières solides. Il faut des régulateurs financiers, des mécanismes de taux d'échange et tout ça. Et d'autres mécanismes dont je préfère m'en passer. Et tous ces facteurs, tous ces éléments fondamentaux ne sont pas encore disponibles dans ces pays. Et ça va rendre très difficile. C'est un gros challenge que devront relever ces trois pays. Le troisième point et dernier, c'est la coopération régionale et internationale. La réussite d'une monnaie nécessite la coopération régionale et internationale. Il faut que ces trois pays se comprennent à merveille avec les pays d'à côté, les pays de la sous-région et aussi les pays à l'international. Et si nous regardons un peu le climat politique qui entoure ces trois pays, nous avons vu le cas de la CEDEAO. Ils ont quitté la CEDEAO récemment, donc il n'y a pas forcément un climat de confiance entre ces pays et les pays d'à côté. Cela est un grand problème qu'il va falloir que ces trois pays arrivent à mettre de côté avant d'instaurer une quelconque monnaie. Donc comme je le disais au prime abord, je vais aussi explorer les conséquences négatives comme positives. En ce qui concerne les conséquences positives, si ces trois pays ont vraiment conscience des défis qu'ils ont à relever, ils prennent conscience de la responsabilité qui les incombe et instaurent cette monnaie dans les conditions optimales, ça sera vraiment une réussite pour eux dans la mesure où cette monnaie, la monnaie qu'ils veulent créer, s'adosse directement à l'or. Et ces trois pays sont des pays producteurs de l'or. Du coup, ça sera beaucoup plus bénéfique et ça sera un grand pas vers l'indépendance financière et vers l'indépendance en général. Et aussi les flux commerciaux, les échanges commerciaux vont beaucoup plus prospérer parce que ça avantagera beaucoup les économies. Et d'autres conséquences aussi annexes viendront, et d'autres conséquences positives annexes viendront par la suite. En ce qui concerne les conséquences négatives, aussi téméraires et parfois récidivistes que peuvent être les présidents en question, s'ils parviennent quand même à instaurer cette monnaie dans des conditions peu optimales, ça aura des conséquences.
Bien évidemment, l'instabilité politique continuera à battre son plein. Il y aura toujours beaucoup de vices. Il y aura, les champs commerciaux n'auront pas de succès. Et le bien-être de la population des trois nations, et le Burkina Faso, et le Mali, et le Niger, le bien-être de la population ne sera toujours pas assuré. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur le sujet. Je vous remercie, Jean-Bénédit. Oui, Moi, j'ai quelques questions pour vous. d'accord. Dans un monde de relations où tout semble enchevêtré, entremêlé, je me demandais quelles sont les contraintes internes, régionales, auxquelles devront faire face ces pays de l'AES si tant est que cette monnaie venait vraiment à être mise sur pied. Merci pour votre question. C'est une très bonne question. Euh, c'est une très bonne question. Les contraintes que devront faire face les pays en question. Comme je l'ai dit, si les présidents, parce que c'est eux qui décident, si les présidents peuvent vraiment prendre conscience de l'enjeu, de l'envergure de la situation et instaurer cette monnaie dans des conditions optimales, ça leur sera bénéfique. Parce que je l'ai clarifié précédemment, ces pays sont des pays producteurs de l'or. S'ils parviennent réellement à mettre en place cette monnaie, ça sera un grand pas vers l'indépendance. Je pense même que les conséquences négatives seront même très loin des conséquences positives. Il y aura beaucoup plus de conséquences positives. Vous voyez un peu, c'est un peu la situation et ça ouvrira même les yeux pour les pays d'à côté, le Bénin, le Niger et la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, les autres pays qui continuent d'utiliser le franc CFA et qui sont toujours sous le joug colonial, ça va les ouvrir les yeux pour qu'ils prennent conscience et qu'ils laissent les discours, les longs discours et passent à l'action. Très bien, je prends note. Oui. Mais selon vous, Oui. quelles sont les probabilités que ce projet puisse aboutir à une réalisation? Je ne suis pas mathématicien, mais je peux vous dire que je vous ai listé précédemment les challenges qu'ils vont vraiment devoir affronter. Il y en a d'autres, mais moi je vous ai fait la part, je vous ai montré trois. Je vous ai démontré trois challenges qu'ils vont devoir faire face avant d'y parvenir. Donc s'ils peuvent vraiment relever ces trois défis, je pense qu'ils sont déjà à plus de 90% de la réussite de ce projet. Merci à vous, Jean-Bénédit, Merci. pour votre analyse Merci. et votre éclaircissement. Merci. Continuons par notre sujet société. Nous sommes en février, le mois de l'amour, des films romantiques, des chocolats, etc. Nous sommes le moment où les jeunes fêtent la fête de la Saint-Valentin. Mais apparemment, la fête de la Saint-Valentin ne serait pas une très bonne chose, n'est-ce pas, Narcisse? Justement, Emmanuela. Alors, Narcisse, ce matin, vous voulez nous parler des conséquences néfastes de la fête de la Saint-Valentin sur la couche juvénile, c'est bien ça? C'est bien ça. Nous vous écoutons. Et Emmanuela, la Saint-Valentin, bon, cette fête dédiée à l'amour et à la romance est devenue une fête incontournable pour de nombreux jeunes. Cependant, derrière les roses, les chocolats, se cachent de nombreuses conséquences néfastes pour ceux qui en abusent. Et mon intervention va s'accentuer autour de 3 ou 4 choses. Tout d'abord, la pression sociale, elle peut sembler, ou bien elle peut être écrasante pour les jeunes. L'autre chose est que la Saint-Valentin, elle peut exacerber les sentiments de solitude et d'exclusion. La troisième chose est la commercialisation autour de la Saint-Valentin. Celle-ci, elle peut amener les jeunes à dépenser puisqu'ils ne peuvent se le permettre. Et enfin, c'est l'essai, le comportement excessif que mènent certains jeunes le jour de la Saint-Valentin. Voilà, dire que la pression sociale autour de la Saint-Valentin peut être écrasante revient à dire que les attentes des jeunes ne sont toujours pas satisfaites. Elles ont des déceptions parce que l'idée que les médias, d'abord, les médias véhiculent l'idée que cette journée doit être parfaite avec des jeux, des cadeaux romantiques, pas mal de choses, dit de contes de fées surtout. Alors, au niveau de la deuxième chose, je parlais de l'exacerbation du sentiment de solitude et d'exclusion. Vous voyez, dans une société où l'amour est glorifié, ceux qui ne célèbrent pas cette fête
peuvent se sentir marginalisés et incomplets. Je prends l'exemple d'une fille qui s'est suicidée l'année dernière, parce que ce sont ces genres de choses qui provoquent les suicides. Elle partageait la même conversation avec ses autres camarades. À l'approche de la fête de la Saint-Valentin, les autres qui recevaient des cadeaux et d'abord les visites, elles ont pas mal de choses. Elle, par contre, en se sentant seule, elle était obligée de s'enfermer, elle s'est suicidée, elle est morte. Vous voyez, autant sont ses conséquences. De l'autre côté de la commercialisation de la Saint-Valentin, est-ce que vous pouvez imaginer qu'une élève ou un élève puisse offrir un cadeau de 200 000 francs, de 250 000 francs à son petit ami ou à sa petite amie? C'est très onéreux. C'est malheureux, ce genre de choses. C'est-à-dire, cette commercialisation autour de la Saint-Valentin peut amener ces jeunes-là à dépenser puisqu'ils ne peuvent se le permettre. C'est dommage. Et de l'autre côté de comportement excessif, il y a certains jeunes, parce que c'est la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, ils présentent certains comportements que à la fin, ils regrettent. On ne peut pas rencontrer la fille le même jour, ou bien parce que la Saint-Valentin s'approche, lui avouer ses sentiments, lui faire d'autres choses qui ne correspondent pas à la loi ou bien à ce que toi-même tu ressens personnellement. Donc, je vais m'en arrêter là, Emmanuela. Merci à vous, Narcisse. J'aimerais vous demander, nous parlons de la fête de la Saint-Valentin. Alors, pensez-vous que l'on puisse exprimer son amour, tout son amour, en une seule journée? Je le dis et je vais encore redire cela, Emmanuela. On ne peut jamais avouer son sentiment en une seule journée de l'année. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'amour ne peut jamais se résumer en une seule journée de l'année. Et c'est ce que font les jeunes le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, bien sûr. Nous prenons note. Encore une question pour vous. Finalement, la fête de la Saint-Valentin, on la fête, oui ou non? Emmanuela, vous la fêtez et je la fête également. Alors, qu'est-ce que vous vous attendez de moi? La Saint-Valentin, on doit la fêter. Mais il faut retenir quelque chose. Au-delà de tout, les vraies relations amoureuses s'épanouissent qu'à travers le respect mutuel, la compréhension, la communication, mettant de côté les fêtes extravagantes ou ce qui n'existe pas. Merci à vous, Narcisse. C'est moi. Et nous prenons note, il faut le respect, la compréhension mutuelle. Lorsqu'on parle d'amour, lorsqu'on parle de Saint-Valentin. Ensuite, parlons culture. La fête du Vaudou, la fête nationale initialement prévue tous les 10 janvier, est passée au Vaudou Days, une fête internationale fêtée du 9 au 10 janvier. J'ai sur ce plateau avec moi Foroline Akpacho qui, sur le plan culturel, veut nous parler du caractère pluriculturel de notre terre, le pays, le Bénin. Foroline, bonjour. Bonjour Emmanuela. Comment allez-vous? Très bien chez vous. Ça va, en grâce. Je vous passe le micro. Sachez que votre présence sur ce plateau est simplement envoûtante. Merci. Gardez à l'esprit que je veux aborder le sujet des Assins qui représente l'esprit des défunts. Au Dahomey, actuel Bénin, on a une manière assez spéciale et assez particulière de canoniser chaque membre mort de la famille. On les appelle les Assins qui est différent de Assoin. Les Assins rejoignent les grégores des morts de cette famille afin que la lignée puisse continuer par faire asseoir de nouvelles idéologies de génération en génération. Dans beaucoup de familles au Bénin, il y a des cérémonies qui se font pour rendre honneur et gloire aux Assins. Depuis la nuit des temps, nous avions une relation assez particulière, un attachement assez particulier avec nos illustres ancêtres pour la simple raison que nous ne sommes que le reflet de nos morts dans ce monde des vivants. Autrement dit, nous ne naissons pas dans une famille par pur hasard. C'est parce que nous avions une mission à accomplir au sein de cette famille. Les illustres ancêtres sont les gardiens du temple familial auquel chaque âme doit faire appel
afin que ses ancêtres les aident à intégrer cette famille dans ce monde physique. C'est là tout le sens du système de Giotto, qui est un système que nos aïeux utilisaient pour savoir le nom de l'ancêtre éponyme qui a aidé cet enfant à intégrer l'égrégore de cette famille. Grâce à ce système, on arrivait à distinguer les enfants de la famille et ceux qui ont imputé la famille. C'est fabuleux, c'est magique, c'est divin. Les ancêtres ont tellement ficelé les sociétés. Il suffisait juste d'adapter notre tradition à notre ère. C'est de la racine à la feuille, la sève monte sans cesse. Ayez toujours votre culture pour racine, pour que l'énergie et la vibration ancestrale coulent en vous à jamais. Merci beaucoup, Foroline. Et nous prenons note de ce que vous avez dit. J'ai quelques questions pour vous. Oui. Dans votre développement, vous avez tenu à marquer la différence entre les Assins et les Assani. Donc, je me demande, les Assani, qu'est-ce que c'est? Sachez simplement que les Assins représentent l'esprit des défunts, l'esprit de nos ancêtres. Par contre, les Assins, ce sont des fétiches que l'on appelle Assins en réalité. Ok, donc les Assins sont l'esprit de nos morts et les Assani sont des fétiches. Oui. J'ai appris et j'ai compris beaucoup de choses au travers de votre chronique, mais je ne vois pas encore en quoi notre terre, notre pays, le Bénin, serait une terre pluriculturelle. Parce que c'est même de ça qu'il s'agit. Exactement. Je ne vois pas encore en quoi. Retenons que le Bénin regorge d'énormes diversités culturelles, à savoir la diversité ethnique. En dehors de la langue française qui est officielle pour nous tous, 60 autres langues sont parlées, à savoir le Fon, le Mari, l'Adja, le Yoruba, le Dendi, le Kotafon, l'Idacha, j'en passe. La richesse du Bénin se manifeste également à travers ses traditions artistiques, sa danse, sa musique. Et au niveau de la diversité religieuse, nous avons des cultes tels que le Sakpata, le Tron, le Kenesi, le Revioso, le Mamé, le Dan, le Bangele. Je m'en arrête là. Je vois. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour votre présence sur ce plateau. Merci à vous, Foroline. Merci, Emmanuela. Clôturons toujours avec la culture. Nous accueillons cette fois-ci Anani Barbara qui veut nous entretenir sur l'importance de nos noms endogènes et de leur disparition sur notre territoire national. Barbara, bonjour. Bonjour Emmanuela. Nous vous écoutons. Mon sujet tournera autour de 4 points. D'abord, l'importance des prénoms endogènes sur le territoire béninois, les facteurs qui justifient leur disparition progressive, les conséquences et enfin les solutions face à ces dernières. Au Bénin, comme dans d'autres pays africains, lorsque l'enfant naît, on lui donne généralement un prénom en langue maternelle. Ce prénom le lie à sa culture et reflète beaucoup ce qu'il est. Souvent utilisé pour véhiculer un message particulier, les prénoms endogènes ont chacun une signification spécifique liée au contexte de naissance de l'enfance. Les prénoms comme Segla, Mauton ou encore Yeinou sont donnés aux enfants en fonction de la situation pénible qu'ont vécu leurs parents avant la naissance de ces derniers. En plus d'être un simple moyen d'identifier une personne, les prénoms endogènes jouent un rôle essentiel dans la préservation de l'identité culturelle et historique du pays. Ces prénoms sont profondément enracinés dans les traditions, les croyances et les valeurs de différentes communautés que composent le Bénin. Ces prénoms, en effet, retracent les éléments de la nature, des événements historiques, des ancêtres vénérés ou encore des qualités recherchées ou souhaitées pour un enfant. Les prénoms endogènes sont transmis de génération en génération, renforçant ainsi les liens familiaux et communautaires. Cependant, nous assistons à une forte diminution de ces prénoms endogènes, ce qui peut être dû à l'influence croissante de la mondialisation, l'adoption des prénoms étrangers et l'évolution des normes sociales.
D'abord, la mondialisation a entraîné une plus grande exposition aux cultures étrangères, ce qui a conduit à une préférence pour les prénoms considérés comme plus modernes ou plus prestigieux. À ceci s'ajoute l'évolution des normes sociales, qui joue également un rôle essentiel, car certains parents peuvent craindre que ces prénoms soient difficiles à prononcer, donc ils ont tendance à aller vers les prénoms qui sont faciles à prononcer, et les prénoms plus communs ou perçus comme étant à la mode. Cette disparition progressive peut avoir des conséquences sur la diversité culturelle et linguistique du Bénin, de même que contribuer à l'uniformisation des prénoms, une dilution de l'identité culturelle et une perte de repères pour les générations futures. Les prénoms endogènes sont un moyen de préserver les traditions et l'histoire du pays. Il est donc essentiel de sensibiliser à leur importance et de promouvoir leur utilisation. Ceci peut se faire à travers des événements, des activités organisées par les institutions culturelles et éducatives. Tout ceci en encourageant les parents à opter pour des prénoms qui reflètent leur héritage culturel. Pour finir, je dirais qu'en préservant les prénoms endogènes, nous préservons également l'identité culturelle du Bénin, participant ainsi à la construction d'une société plus inclusive et respectueuse de ses racines. Merci à vous, Barbara. Permettez-moi de vous poser cette question. Dans l'une des parties de votre développement, vous avez mis l'accent sur l'influence croissante de la mondialisation qui serait un facteur dominant dans la disparition des noms endogènes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? D'abord, nous savons tous que la mondialisation a entraîné une plus grande exposition aux cultures étrangères. Donc, une diffusion des cultures étrangères sur le monde. Ce qui a induit à l'adoption des prénoms étrangers, ou encore des prénoms internationaux. Donc, voilà ce que je peux dire sur cette question. Non. Barbara, nous vous remercions pour votre présence sur ce plateau. Et nous prenons note, nous devons préserver nos noms endogènes pour une meilleure conservation de notre identité culturelle. Encore merci, Barbara. Et merci à vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, pour votre attention. Nous remercions l'équipe de tournage et nous vous souhaitons une très bonne suite de journée. À bientôt.